Pendant 100 ans, les biologistes étaient certains d'une chose. Si vous effacez plus de 9 espèces sur 10 de la surface de la Terre, il n'y a pas de retour possible. La vie s'effondre, le monde reste vide, et l'histoire s'arrête là. Puis, les paléontologues ont fouillé les couches de roches de plus en plus profondément, et ce qu'ils ont trouvé a renversé tout ce qu'on croyait savoir. Non seulement la vie revient, elle revient différente, plus inventive, plus diversifiée qu'avant. Et ce n'est pas malgré la catastrophe, c'est grâce à elle. Ce que nous allons explorer aujourd'hui, c'est l'un des mystères les plus vertigineux de la science. Comment la vie renaît de sa propre destruction. Et pourquoi chaque grand effondrement du vivant a, sans exception, préparé le monde suivant. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez que ce genre de voyage ne se fait pas à la légère. On va traverser des centaines de millions d'années, visiter des mondes disparus, et revenir avec quelque chose d'inattendu. Si vous voulez soutenir ce travail, le lien pour le faire est dans la description. Chaque contribution aide directement à produire des vidéos comme celle-ci. Et si vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton d'abonnement, c'est le bon moment. Avant de parler de ce qu'on perd lors d'une extinction de masse, il faut comprendre ce que représente vraiment une biosphère en bonne santé. Ce n'est pas simplement une liste d'espèces, c'est une architecture. Imaginez un édifice construit sur des milliers d'années. Chaque espèce y est une pièce structurelle. Les végétaux produisent de l'oxygène et de la matière organique. Les herbivores transforment cette matière en protéines. Les prédateurs régulent les populations d'herbivores. Les décomposeurs, champignons, bactéries, invertébrés, recyclent la matière morte et la restituent au sol. Les pollinisateurs permettent aux plantes de se reproduire. Chaque acteur tient une fonction précise, souvent multiple, toujours irremplaçable à court terme. Ce qu'on appelle une niche écologique, c'est le rôle qu'une espèce joue dans cet édifice. Non pas où elle vit, mais comment elle vit. Ce qu'elle mange, ce qu'elle produit, ce dont elle dépend. Une forêt tropicale peut abriter des milliers de niches différentes, superposées, imbriquées, dont certaines ne concernent qu'un seul insecte, qu'un seul champignon, qu'un seul parasite. Et ce parasite, aussi insignifiant qu'il paraisse, peut être le seul contrôleur naturel d'un herbivore qui, sans lui, détruirait la végétation en quelques saisons. Quand une extinction de masse frappe, ce n'est pas seulement le nombre d'espèces qui s'effondre, c'est la structure entière qui se désintègre. Des niches entières deviennent vides. Des chaînes alimentaires se rompent à mi-parcours. Des réseaux d'interaction que la sélection naturelle a mis des centaines de millions d'années à construire disparaissent en quelques millénaires, ou en quelques siècles, selon la brutalité de l'événement. Ce qui reste après une grande extinction, ce n'est pas un monde appauvri, c'est un monde brisé. Et pourtant, dans les roches du monde entier, les géologues lisent quelque chose de frappant. Après chaque écroulement, la vie reconstruit. Pas la même, pas avec les mêmes acteurs, mais elle reconstruit. La question c'est comment ? Qui reconstruit ? Et pourquoi ça marche chaque fois, malgré tout ? Pour y répondre, il faut d'abord comprendre l'échelle de ce dont nous parlons. Parce que les extinctions de masse ne sont pas toutes équivalentes. Certaines ont failli tout effacer. Dans l'histoire de la vie complexe sur Terre, les géologues ont identifié 5 événements d'une brutalité sans commune mesure avec tout ce qui se passe en dehors. 5 moments où les courbes de diversité ont chuté verticalement. 5 catastrophes qui ont redessiné les règles du vivant. On les appelle les 5 grandes extinctions. Et chacune a sa propre signature, sa propre cause, son propre rythme de destruction. La première frappe il y a environ 445 millions d'années, à la fin de l'Ordovicien. À cette époque, toute vie complexe est marine. Rien ne marche encore sur des terres qui restent, pour l'essentiel, nues et hostiles. Puis le supercontinent Gondwana dérive vers le pôle sud. La glaciation commence. Les mers peu profondes, habitat de la quasi-totalité des espèces connues, se vident à mesure que l'eau s'immobilise dans les glaces. Quand le dégel vient, les eaux réchauffées perdent leur oxygène. 2 vagues successives éliminent près de 85% des espèces marines. Puis, aussi vite qu'il était tombé, le rideau se relève. La vie repart. La deuxième catastrophe arrive au Dévonien tardif, il y a environ 375 millions d'années. Celle-là est plus longue, plus insidieuse, s'étale sur plusieurs millions d'années d'étouffements successifs. Les océans perdent leur oxygène de fond en fond. Les récifs coralliens, ces villes sous-marines qui abritaient une biodiversité comparable à celle des forêts tropicales, s'effondrent
et ne se rebâtiront pas avant des dizaines de millions d'années. Curieuse ironie, c'est en partie l'apparition des premières forêts terrestres qui déclenche le désastre. Les racines des arbres brisent les roches, libèrent des nutriments en masse dans les rivières, provoquent des proliférations d'algues dans les eaux côtières, et ces algues consomment tout l'oxygène disponible en mourant. Une réaction en chaîne que personne n'a prévue. Puis vient la troisième. Il y a 201 millions d'années, à la frontière entre le Trias et le Jurassique, le supercontinent Pangée commence à se déchirer. Des volcans colossaux entrent en éruption le long des failles naissantes, là où s'ouvriront un jour les rives de l'Atlantique Nord. Environ 76% des espèces disparaissent. Et dans les décombres de cette catastrophe, un groupe jusqu'alors marginal prend soudainement de l'espace. Les dinosaures, qui existaient depuis quelques dizaines de millions d'années sans jamais dominer, héritent du monde. La quatrième est la plus grande de toutes. Nous y reviendrons longuement. Elle marque la fin du Permien, il y a 252 millions d'années. Et la cinquième, la plus célèbre, bien que loin d'être la plus meurtrière, frappe il y a 66 millions d'années. Un rocher d'une dizaine de kilomètres de large percute la péninsule du Yucatan à une vitesse qui dépasse toute imagination humaine. Le ciel s'embrase, puis s'obscurcit pendant des mois. 3/4 des espèces s'éteignent. Les dinosaures neumaviens disparaissent en quelques millénaires. Et dans les terriers, dans les crevasses, dans les débris, quelque chose survit. Nous reviendrons sur ce moment précis. Mais d'abord, il faut regarder en face la catastrophe qui surpasse toutes les autres. Il y a 252 millions d'années, la vie sur Terre a failli s'arrêter définitivement. Non pas 75% des espèces, non pas 80%. On parle de la disparition de plus de 90% des espèces marines, de 70% des espèces terrestres, de la quasi-totalité des récifs, des forêts, des prairies marines, des écosystèmes construits sur des centaines de millions d'années de sélection naturelle, rayés en quelques centaines de milliers d'années, un battement de cils à l'échelle géologique. Les paléontologues ont un nom pour cet événement, la Grande Mort, et c'est le nom le plus précis qui soit. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut voyager en Sibérie, au cœur de ce qui était alors une région de Pangée encore unie. Là, quelque chose commence à bouger dans les profondeurs de la Terre. Des poches de magma d'une taille difficile à concevoir remontent depuis le manteau et percent la croûte terrestre. Ce ne sont pas des volcans au sens habituel du terme, pas des cônes isolés qui crachent de la lave par intermittence. Ce sont des épanchements basaltiques, des inondations de roches fondues qui recouvrent progressivement une superficie égale à celle de l'Europe entière. On appelle ça les trappes de Sibérie. Et elles vont rester actives pendant près de 2 millions d'années. Ce que ces trappes libèrent dans l'atmosphère, c'est d'abord du dioxyde de soufre, des aérosols qui refroidissent brutalement la planète, tuant des espèces adaptées à la chaleur. Puis, quand les aérosols retombent, le dioxyde de carbone prend le relais. Et là, l'histoire bascule. Parce que les coulées de lave ne traversent pas simplement la roche nue. Elles traversent des dépôts de charbon, d'huile, de calcaire marin, accumulés pendant des millions d'années. En chauffant ces dépôts, elles libèrent des quantités massives de gaz supplémentaires. Méthane, hydrogène sulfuré, mercure volatile. Les scientifiques du MIT ont pu dater avec précision le moment où les éruptions débutent et le moment où les extinctions s'accélèrent. Les deux coïncident exactement. Les océans sont les premiers à mourir vraiment. Quand l'atmosphère se charge en dioxyde de carbone, les eaux de surface l'absorbent et s'acidifient. Les organismes à coquilles calcaires, mollusques, coraux, échinodermes, brachiopodes, ne peuvent plus construire leur squelette. Leurs coquilles se dissolvent littéralement dans une eau trop acide. En parallèle, les océans réchauffés perdent leur capacité à dissoudre l'oxygène. Les courants profonds s'interrompent. Les eaux de fond deviennent anoxiques, privées d'oxygène, puis eusiniques, chargées d'hydrogène sulfuré, un gaz toxique produit par des bactéries anaérobies qui prolifèrent là où l'oxygène manque. Ces eaux mortelles remontent vers les zones côtières, là où la biodiversité marine est la plus dense. Sur Terre, les forêts disparaissent. Les pluies acides brûlent la végétation. Les sols, exposés et lessivés, glissent vers les rivières. Les herbivores meurent par manque de nourriture. Les prédateurs meurent après eux. Dans les archives fossiles,
les géologues ont identifié ce moment avec précision. Une couche d'argile gris-noir, mince comme une page de livre, marque la frontière entre deux mondes. En dessous, une roche pleine de fossiles, grouillante de formes de vie diversifiées. Au-dessus, presque rien. Ce cône zéro est fascinant, parce qu'il n'est pas un vide total. Dans certaines sections du Triassique inférieur, les scientifiques découvrent quelque chose d'étrange. Les premières espèces à reprendre pied ne sont pas celles qu'on attend. Les grandes baleines de cet âge, les ichthyosaures naissants, les ammonoïdes, réapparaissent dans les couches marines bien avant que les organismes du fond de la mer ne se reconstituent. La récupération se fait de haut en bas, non de bas en haut. C'est l'inverse de ce que toute théorie écologique prédirait. Et c'est précisément cette bizarrerie qui va nous mener au cœur du mystère de la Renaissance. Mais d'abord, qui a survécu à la Grande Mort? Et pourquoi eux plutôt que les autres? La question est brutale et simple. Dans un monde où 9 espèces sur 10 disparaissent, qu'est-ce qui décide des survivants? La force? L'intelligence? La chance? La réponse est plus subtile, et elle nous dit quelque chose de fondamental sur la mécanique de la vie. Les survivants de la Grande Mort partagent plusieurs caractéristiques remarquables. Première caractéristique, la tolérance physiologique. Les espèces qui traversent la frontière Permien-Trias sont en grande partie celles dont le métabolisme peut fonctionner dans des conditions extrêmes. Faible oxygène, température élevée, acidité accrue. Les organismes marins à coquilles calcaires, qui dépendent d'un pH stable pour construire leur squelette, sont anéantis. Ceux qui possèdent des systèmes respiratoires plus élaborés, une capacité à réguler leur chimie interne, survivent proportionnellement bien mieux. Les poissons, les céphalopodes, certains arthropodes, ils franchissent la barrière, abîmés mais vivants. Deuxième caractéristique, la généralité du régime alimentaire. Les espèces spécialisées, celles qui ne mangent qu'un type précis de proie ou ne poussent que dans des conditions climatiques étroites, sont massacrées. Quand leur source de nourriture disparaît, elles disparaissent avec elle. Mais les généralistes, les opportunistes, ceux qui mangent ce qu'ils trouvent et vivent où ils peuvent, eux persistent. Sur Terre, c'est l'exemple du Lystrosaurus qui illustre ce principe avec le plus de force. Ce tétrapode dicynodonte, un lointain cousin des mammifères de la taille d'un gros chien, était une espèce parmi des dizaines dans le Permien. Il vivait dans des milieux variés, mangeait une large gamme de végétaux, tolérait des conditions climatiques difficiles. Après la Grande Mort, dans les couches du Trias inférieur d'Afrique du Sud, d'Inde, d'Antarctique, de Russie, partout, c'est lui. Des millions de fossiles de Lystrosaurus, là où autrefois on trouvait une mosaïque d'espèces. Non pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il était le plus flexible. Troisième caractéristique, la taille. Les petits organismes résistent mieux. Ils ont besoin de moins de nourriture, se reproduisent plus vite, supportent plus facilement les variations environnementales. Dans les couches de roches juste après la Grande Mort, les paléontologues observent ce qu'ils appellent l'effet Lilliput. Les survivants sont systématiquement plus petits que leurs ancêtres. Les brachiopodes rapetissent, les foraminifères, ces minuscules organismes marins à coquilles, deviennent lilliputiens. Même les vertébrés terrestres semblent s'être dégonflés. C'est comme si la mort avait fait un tri brutal. Seuls les corps raisonnables, les métabolismes sobres, ont le droit de continuer. Quatrième facteur, moins intuitif, la géographie. Les espèces qui survivent mieux sont souvent celles qui occupaient des habitats variés, répartis sur de larges territoires. Quand une zone est dévastée, il peut en rester une autre. Ce principe, des populations dispersées, dans des refuges isolés, va jouer un rôle encore plus crucial qu'on ne l'a longtemps cru. Et c'est là qu'entre en scène un phénomène que les paléontologues ont mis des décennies à comprendre. Certaines espèces semblent mourir et revenir d'entre les morts. Le Trias inférieur est l'un des intervalles les plus étranges de toute l'histoire de la vie. Dans les couches qui suivent immédiatement la Grande Mort, la diversité reste désespérément basse pendant des millions d'années. Les écosystèmes n'arrivent pas à se stabiliser. On observe ce que les chercheurs de l'université Brown appellent des cycles boom and bust. Des explosions soudaines d'une ou deux espèces opportunistes, suivies d'effondrements rapides quand les ressources s'épuisent. C'est un monde fragile, instable, à la lisière permanente d'un nouvel effondrement. La raison,
l'environnement ne s'est pas vraiment calmé. Les trappes de Sibérie continuent d'émettre des gaz par épisode pendant plusieurs millions d'années après l'événement principal. Les océans restent partiellement anoxiques. Les températures oscillent. Chaque fois que la vie commence à reconstruire quelque chose, une nouvelle perturbation l'abat. Les paléontologues ont compté au moins 4 à 5 crises secondaires dans le Trias inférieur, chacune rattrapant les espèces qui avaient commencé à se diversifier. Et pourtant, quelque chose de remarquable se produit dans les mers. Les ichthyosaures, ces prédateurs marins rapides à la silhouette proche des dauphins d'aujourd'hui, apparaissent et se diversifient à une vitesse stupéfiante dès le début du Trias. Les ammonoïdes, ces céphalopodes à coquilles spiralées que la Grande Mort avait réduits à presque rien, explosent en dizaines de nouvelles formes en quelques millions d'années. Ces prédateurs et nageurs libres sont les premiers à récupérer. Pendant que le fond des mers reste presque vide, les eaux ouvertes recommencent à vivre. C'est un renversement complet de la logique habituelle. En écologie moderne, après une perturbation, ce sont les producteurs, plantes, algues, micro-organismes, qui reviennent en premier, puis les herbivores, puis les prédateurs. Ici, l'ordre est inversé. Les prédateurs de haute mer précèdent les organismes du fond. Pourquoi ? Probablement parce que les eaux ouvertes, mieux oxygénées que le fond, offrent un refuge plus viable à court terme. La vie s'adapte non pas selon le plan théorique, mais selon ce que le terrain rend possible. Sur Terre, le tableau est encore plus sombre. Les chercheurs qui ont analysé des milliers de spécimens fossiles des bassins du Karoo, en Afrique du Sud, et des Ourals de Russie, ont conclu que les écosystèmes terrestres ont mis entre 5 et 8 millions d'années à se stabiliser véritablement. 8 millions d'années. Pour donner une échelle, c'est plus long que toute l'histoire du genre Homo. Pendant tout ce temps, la vie sur les continents reste une affaire de survivants généralistes qui se croisent, explosent en nombre quand les conditions le permettent, s'effondrent à la prochaine perturbation. La toile alimentaire est trop peu complexe pour absorber les chocs. Ce qui manque, ce sont des espèces. En nombre suffisant, avec une diversité de rôles assez grande pour que le système résiste aux aléas. Et ici, la reconstitution se fait par 2 chemins très différents. Le premier chemin, c'est l'évolution de nouvelles formes à partir de ce qui reste. Des lignées rescapées qui se ramifient, explorent de nouveaux modes de vie, comblent les niches vides une à une. Ce chemin prend du temps, des millions d'années, parfois des dizaines. Mais il existe un second chemin, plus mystérieux, plus troublant. Des espèces qui semblent avoir disparu reviennent. Pas parce qu'elles ont évolué de nouveau, parce qu'elles n'avaient jamais vraiment disparu. Elles s'étaient simplement rendues invisibles. Ces espèces rendues invisibles ont reçu un nom dans la littérature scientifique. On les appelle les taxons Lazare, du nom de ce personnage biblique que Jésus, selon l'évangile de Jean, aurait ressuscité d'entre les morts. La métaphore est saisissante, et elle est presque exacte. Un taxon Lazare, c'est une espèce, un genre ou une famille entière qui disparaît de la trace fossile pendant des millions d'années, puis réapparaît dans des couches géologiques plus récentes, inchangées ou presque. Dans la logique habituelle du paléontologue, une absence prolongée dans les archives fossiles signifie une extinction. Mais les taxons Lazare prouvent que cette logique a ses limites. L'absence dans le registre fossile n'est pas toujours une mort. Parfois, c'est une retraite. Le cas le plus célèbre est celui du coelacanthe. Ce grand poisson aux nageoires charnues, dont les ancêtres peuplaient les mers depuis des centaines de millions d'années, disparaît des archives fossiles à la frontière du Crétacé, juste au moment de l'extinction des dinosaures, il y a 66 millions d'années. Les paléontologues le classent comme éteint. Pendant des décennies, le coelacanthe est un fossile, une histoire close. Puis, en décembre 1938, une pêcheuse sud-africaine sort de ses filets quelque chose qu'elle ne reconnaît pas. Un poisson massif, aux écailles étranges, avec des membres charnus qui ressemblent à des protopates. Le biologiste J.L.B. Smith, à qui on envoie les photos, reste sans voix. C'est un coelacanthe, vivant, intact. 66 millions d'années de tiré-bas, côte, tiré-bas, 2 tiré-bas, tiré-bas, tiré-bas. Et voilà qu'il nage toujours dans les profondeurs de l'océan Indien. Comment cela est-il possible ? La réponse se trouve dans le concept de réfugium, un espace géographique ou écologique marginal, difficile d'accès, où les conditions restent tolérables quand tout le reste s'effondre. Les profondeurs froides de l'océan Indien sont un réfugium parfait.
stable, peu touché par les bouleversements de surface, inaccessible aux perturbations qui ravagent les eaux côtières. Le coelacanthe n'a pas survécu parce qu'il était fort, il a survécu parce qu'il s'était mis hors de portée. Ce phénomène se répète à chaque grande extinction. Après la grande mort du Permien, des dizaines de groupes marins semblent disparaître du registre fossile. Puis, réémergent dans le Trias moyen ou tardif, des millions d'années plus tard, visiblement inchangés. Les chercheurs Paul Wignall et Michael Benton, qui ont formalisé la définition des taxons Lazare, ont montré que leur abondance dans les périodes post-extinction n'est pas un artefact du hasard. C'est une signature de la crise elle-même. Les populations survivantes sont si petites, si localisées, qu'elles ne laissent presque aucune trace dans le registre fossile. Pourtant elles existent, tapies dans leur refuge, attendant que les conditions redeviennent habitables. Cela a une implication troublante. Lorsque les paléontologues estiment le nombre d'espèces perdues lors d'une extinction de masse en comparant les archives avant et après, ils sous-estiment peut-être la résistance de la vie. Certaines espèces que l'on croit disparues ne font que se taire. Elles attendent. Et quand le monde se refait, elles reviennent. Non pas comme des rescapées miraculeuses, mais comme des acteurs discrets qui n'avaient jamais vraiment quitté la scène. Ce principe, la survie dans l'invisibilité, dans les marges, dans les terriers, va prendre toute son importance quand on examine l'extinction suivante. Parce que l'extinction du Crétacé, la plus célèbre de toutes, a précisément été traversée par des survivants qui s'étaient rendus imperceptibles. Il y a 66 millions d'années, un projectile rocheux d'environ 10 km de large pénètre dans l'atmosphère terrestre à une vitesse qui dépasse toute vitesse son que nous connaissons et percute la péninsule du Yucatan, là où se trouve aujourd'hui le Mexique. La collision libère une énergie d'une violence inimaginable. La roche fond instantanément. Une onde de choc parcourt la planète. Des tsunamis de plusieurs centaines de mètres balaient les côtes dans un rayon de milliers de kilomètres. Des débris incandescents sont propulsés hors de l'atmosphère et retombent partout sur le globe, chauffant l'air à des températures qui font brûler les forêts sur des continents entiers. Puis vient le silence. Un silence noir. Les débris projetés dans la stratosphère, auxquels s'ajoutent la suie des incendies et le dioxyde de soufre des roches vaporisées, forment un voile opaque autour de la Terre. La lumière du soleil ne passe plus. Les plantes cessent de photosynthétiser. Les chaînes alimentaires qui reposent sur elles s'effondrent par le bas. Les herbivores meurent de faim. Les grands prédateurs qui dépendent des herbivores meurent après eux. On estime que cette obscurité a duré entre 1 et 2 ans, une éternité écologique. Les modèles climatiques récents suggèrent que les températures moyennes ont chuté de plusieurs degrés en quelques mois. Ce qui frappe dans cette extinction, c'est la rapidité. La grande mort permienne s'est étirée sur des centaines de milliers d'années. L'extinction du Crétacé a été quasi instantanée à l'échelle géologique. Quelques millénaires pour l'essentiel des pertes. 3/4 des espèces disparaissent. Les dinosaures non-aviens, les tyrannosaures, les tricératops, les brachiosaures, les vélociraptors, s'éteignent tous. Les ptérosaures, les plésiosaures, les mosasaures. Les ammonites, après avoir survécu à la Grande Mort et à toutes les extinctions précédentes, s'éteignent enfin. L'iridium, un métal rarissime dans la croûte terrestre mais abondant dans les astéroïdes, se dépose en une couche fine et planétaire dans les sédiments du monde entier, marquant le moment exact de l'impact. C'est cette couche que le géologue Walter Alvarez a trouvée dans les années 80, déclenchant l'une des révolutions scientifiques les plus spectaculaires du XXe siècle. Mais dans cet anéantissement, quelque chose survit. Et la liste des survivants révèle une logique claire. Les petits mammifères passent la barrière. Ces créatures nocturnes, généralistes, omnivores, capables de se terrer dans des galeries souterraines, elles sont protégées de l'obscurité, du froid de surface, des incendies. Leur métabolisme rapide leur permet de se reproduire vite. Leur régime alimentaire flexible, insectes, graines, charognes, les rend relativement indépendants des chaînes alimentaires qui s'effondrent au-dessus d'elles. Les amphibiens et les tortues, capables de ralentir leur métabolisme et de vivre de presque rien pendant de longues périodes, survivent aussi. Les crocodiliens, semi-aquatiques, opportunistes, tolérants, franchissent la frontière. Les oiseaux, descendants des théropodes, survivent. Ils peuvent nicher dans des terriers, se nourrir de graines dormantes.
En mer, le phytoplancton, la base de la chaîne alimentaire océanique, est décimé. Mais certains groupes de zooplancton résistent mieux. Les requins, dont la biologie profonde est restée remarquablement stable depuis des centaines de millions d'années, passent. Les poissons osseux à nageoires rayonnantes, les téléostéens, traversent la crise et vont dominer les mers du Cénozoïque. La clé semble être, là encore, la flexibilité métabolique, le régime généraliste et la capacité à exploiter des ressources qui persistent même dans le chaos. Ce que l'extinction du Crétacé emporte, c'est donc principalement les grands, les spécialisés, les lents à se reproduire. Ce qu'elle laisse, c'est le matériau brut d'un monde entièrement nouveau. Dans les couches de roches qui suivent immédiatement la frontière Crétacé-Paléogène, le registre fossile change de caractère de façon spectaculaire. Pendant les premiers milliers d'années, on trouve les mêmes signatures de chaos qu'après la Grande Mort. Des espèces opportunistes qui explosent en nombre, puis s'effondrent. Des écosystèmes instables, des chaînes alimentaires à 2 ou 3 maillons. Un monde vide qui cherche sa forme. Puis, sur une échelle de quelques millions d'années, ce qui, à l'échelle humaine, semble une éternité, mais qui, en temps géologique, correspond à un rebond exceptionnellement rapide, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les mammifères, qui n'avaient jamais dépassé la taille d'un blaireau pendant plus de 150 millions d'années de coexistence avec les dinosaures, commencent à s'emballer. D'abord, ils grandissent. Les archives fossiles montrent une augmentation de la taille corporelle maximale des mammifères terrestres d'un facteur supérieur à 1000 en moins de 25 millions d'années. Des groupes entiers apparaissent, disparaissent, se ramifient. Des herbivores géants colonisent les prairies. Des carnivores aux mâchoires puissantes s'installent au sommet des chaînes alimentaires. Des formes aquatiques retournent à la mer, et leurs squelettes nous permettent de retracer, os par os, la transformation d'un mammifère terrestre à sabots en quelque chose qui ressemble de plus en plus à une baleine. Ce qui rend cette radiation aussi rapide, c'est que les niches d'écologiques sont vides. Chaque niche, jadis occupée par un dinosaure, le grand herbivore brouteur, le prédateur embusqué, le planant au-dessus des forêts, est libre. Et la sélection naturelle récompense immédiatement toute variation qui permet d'occuper l'une d'elles. Un mammifère qui développe des dents adaptées aux feuilles dures peut se nourrir là où personne ne mange. Un autre, qui allonge ses membres, devient plus rapide que tous ses concurrents. Un troisième, qui développe des membranes entre ses doigts, peut exploiter l'espace aérien que les ptérosaures avaient libéré. Les chauves-souris, les seuls mammifères capables de vol actif, apparaissent dans les archives fossiles à peine quelques millions d'années après l'extinction. Les cétacés modernes sont reconnaissables dès le milieu de l'Éocène. Les primates, qui existaient sous des formes archaïques depuis le Crétacé, explosent en diversité dans les forêts tropicales du Paléogène. Et il y a un moteur méconnu de cette révolution, les plantes à fleurs. Les angiospermes existaient depuis le Crétacé, mais elles avaient du mal à s'imposer face à la végétation établie, dominée par les conifères et les fougères. L'extinction les libère de leurs concurrentes. Les forêts du Paléogène se tapissent de fleurs, des fruits apparaissent, des structures nutritives conçues pour être consommées par des animaux qui disperseront les graines en échange. Ce pacte évolutif entre les plantes à fleurs et les mammifères frugivores, dont nous, les primates, sommes un produit direct, s'installe en quelques millions d'années. Les plantes nourrissent les mammifères transportent les graines. La forêt se répand. La diversité s'emballe dans les deux directions à la fois. C'est ce couplage entre la disponibilité des ressources et la libération des niches qui explique pourquoi la radiation des mammifères a été si rapide, si prolixe. Pas un moteur, mais deux, qui se renforcent mutuellement. En regardant ce que nous savons de ces 5 grandes extinctions et de leurs lendemains, une logique commence à se dessiner. Les survivants ne sont pas des champions. Ce sont des généralistes, des opportunistes, des êtres discrets qui n'avaient besoin de rien de précis pour vivre. Le premier critère de survie est la taille. Être petit est un avantage massif en temps de crise. Un corps petit consomme peu, se reproduit rapidement, se cache facilement. Lors de l'extinction du Crétacé, aucun animal terrestre de plus de 25 kg n'a survécu en Amérique du Nord. La ligne de démarcation est presque nette. En dessous des survivants, au-dessus des fossiles.
Le second critère est le régime alimentaire. Les carnivores spécialisés, ceux qui ne chassent qu'une proie précise, meurent quand leur proie disparaît. Les herbivores qui ne broutent qu'une seule plante meurent quand cette plante s'éteint. Seuls les omnivores, les détritivores, les espèces capables de passer d'une source de nourriture à une autre selon ce que l'environnement offre, traversent les crises. C'est pourquoi les petits mammifères, capables de manger des insectes, des graines, des charognes et des champignons selon les circonstances, sont d'extraordinaires rescapés. Le troisième critère est la vitesse de reproduction. Une espèce qui produit une portée par an avec 2 petits est vulnérable à toute perturbation qui tue plus vite qu'elle ne se reconstitue. Une espèce qui peut produire plusieurs portées par an avec de nombreux descendants résiste à des mortalités massives par simple arithmétique. C'est une des raisons pour lesquelles les rongeurs, qui se reproduisent à une vitesse remarquable, ont traversé toutes les extinctions des 50 derniers millions d'années sans jamais connaître la moindre crise majeure. Le quatrième critère est la capacité à utiliser des refuges. Les terriers, les cavernes, le fond des lacs, les profondeurs océaniques, les îles isolées, tous ces espaces forment des tampons entre les espèces et les perturbations de surface. L'effet Lilliput, que nous avons évoqué pour la grande mort permienne, réapparaît après l'extinction du Crétacé. Les survivants immédiats sont systématiquement plus petits que leurs ancêtres proches. La sélection en temps de crise favorise la miniaturisation, non pas comme stratégie consciente, mais comme conséquence directe du fait que les petits corps trouvent des refuges là où les grands ne peuvent pas s'abriter. Ce qui saisit, c'est la constance de ces règles à travers les 5 extinctions. Que la cause soit un astéroïde, un volcanisme massif, une glaciation ou une anoxie marine, les mêmes profils de survivants émergent. La vie semble avoir appris, par la sélection naturelle répétée à travers des centaines de millions d'années, à maintenir en réserve des formes sobres, flexibles, discrètes, des assurances biologiques contre la catastrophe. Mais survivre n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, la plus fascinante, c'est ce qui se passe ensuite. Parce que ce n'est pas simplement la vie qui revient, c'est une vie nouvelle, façonnée par la vacance elle-même. Pour comprendre comment la vie se reconstruit après une extinction, il faut penser en termes d'espace. Non pas l'espace physique, mais l'espace écologique. Une niche vide est une invitation que la sélection naturelle ne laisse jamais sans réponse. Ce que les biologistes appellent radiation adaptative, cette explosion de formes nouvelles à partir d'un ou quelques ancêtres communs, ne se déclenche précisément qu'à ce moment, quand les concurrents établis ont disparu et que le champ est libre. Les chercheurs qui ont étudié les archives fossiles après la grande mort permienne ont identifié 2 modes distincts de cette reconstruction. Le premier mode est ce qu'ils appellent le COT 3, le remplissage. Des groupes survivants reprennent leur ancienne forme et réoccupent les mêmes niches qu'avant l'extinction. Les ammonoïdes, réduits à presque rien, rediversifient leurs coquilles en dizaines de morphologies différentes qui ressemblent fort à celles d'avant. Les brachiopodes font de même. Ils ne créent pas vraiment quelque chose de nouveau. Ils comblent les espaces vides avec des variations sur des thèmes connus. Ce mode est rapide, mais conservateur. Le second mode est radicalement différent. On l'appelle l'expansion. Ici, des groupes qui n'avaient jamais occupé certaines niches s'y engouffrent. Non pas en copiant ce qui existait avant, mais en inventant de nouvelles façons d'habiter le monde. Les ostracodes, de minuscules crustacés à carapace qui étaient restés cantonnés à des rôles modestes pendant tout le Paléozoïque, explosent en diversité après la grande mort permienne et colonisent des espaces écologiques entièrement nouveaux. Leur morphologie s'emballe, leur présence dans les écosystèmes marins s'étend à des niches jamais occupées. Ce mode est plus lent à démarrer, mais il crée de la nouveauté. Après l'extinction du Crétacé, ce sont les poissons téléostéens à nageoires rayonnantes qui illustrent le mieux cette expansion. Ils existaient depuis le Trias, sans jamais dominer les mers. C'est au Paléogène, avec la disparition de leurs principaux concurrents, que leur diversification s'emballe de façon spectaculaire. Ils envahissent les récifs coralliens en reconstruction, développent des formes et des stratégies alimentaires inédites. Aujourd'hui, ils représentent plus de la moitié de toutes les espèces de vertébrés vivants. Un empire construit sur les ruines de l'impact du Yucatan. Les tétrapodes, quadrupèdes terrestres, offrent un exemple encore plus frappant. Après la grande mort permienne, des lignages de tétrapodes retournent à la mer. Non seulement une fois, mais plusieurs fois
de façon indépendante. Les ichthyosaures, les plésiosaures, des reptiles aux ancêtres terrestres, développent des corps parfaitement adaptés à la nage, des membres transformés en nageoires, des régimes alimentaires marins. Puis, après l'extinction du Crétacé, le mouvement se répète. Des mammifères retournent à l'eau. Les cétacés, les phoques, les lamantins, tous issus de lignées terrestres qui ont, une deuxième fois, franchi cette frontière. Ce retour répété vers la mer n'est pas un hasard. C'est la même logique à chaque fois. Des niches marines vides, libérées par l'extinction des occupants précédents, attirent les formes terrestres les mieux équipées pour les exploiter. L'extinction crée le vide crée l'opportunité. Et l'opportunité façonne, via la sélection naturelle, des formes entièrement nouvelles. Ce que tout cela révèle, c'est quelque chose de troublant et de magnifique à la fois. Sans extinction, sans la destruction périodique de ce qui existe, la vie ne pourrait pas inventer ce qui n'existe pas encore. La compétition entre espèces établies bloque l'innovation. C'est la disparition des dominants qui libère les possibles. Et c'est précisément ce paradoxe qui mérite d'être regardé en face. Parce que si la compétition entre espèces établies bloque l'innovation, alors la conclusion qui s'impose est inconfortable. Sans extinction, il n'y aurait pas de diversité. Il n'y aurait pas de mammifères, il n'y aurait pas de primates, il n'y aurait pas nous. Ce n'est pas une provocation philosophique. C'est ce que les archives fossiles montrent avec une régularité troublante. Pensez à ce que signifie, pour une lignée vivante, d'exister dans un monde saturé. Chaque ressource est disputée, chaque territoire est tenu, chaque façon de se nourrir, de se reproduire, de se déplacer, a déjà été exploitée par un occupant plus ancien, plus spécialisé, plus difficile à déloger. Dans ces conditions, la sélection naturelle peut affiner une espèce à l'infini, mais elle ne peut guère l'emmener vers quelque chose de radicalement nouveau. Il n'y a tout simplement pas de place pour ça. La nouveauté réclame du vide. Et le vide, dans un écosystème en équilibre, n'existe presque jamais. L'extinction fracture cet équilibre. Elle retire des dynasties entières. Et dans les espaces ainsi libérés, les formes les plus marginales, celles qui végétaient dans les coins, trop peu compétitives pour jamais s'imposer dans le monde d'avant, trouvent soudainement la place de s'épanouir. Les mammifères du Crétacé n'étaient pas inférieurs aux dinosaures, ils étaient simplement empêchés par la concurrence. Retirer les dinosaures, c'était retirer le plafond. Les paléontologues ont un terme pour décrire ce processus à grande échelle. La succession écologique évolutive. Comme en écologie, où une prairie brûlée voit revenir d'abord des plantes pionnières, puis des arbustes, puis une forêt, mais ici le processus se déroule sur des millions d'années, et implique non pas des individus, mais des lignées entières. Et ce qui ressort à la fin n'est jamais une copie du monde d'avant. C'est quelque chose de nouveau, construit sur les mêmes principes, mais avec des acteurs entièrement différents. Prenons un seul exemple pour mesurer la portée de cette idée. Avant la grande mort permienne, les mers étaient dominées par des brachiopodes, des animaux à coquilles bivalves qui filtraient les particules en suspension. Ils avaient régné sur les fonds marins pendant des centaines de millions d'années, une des dynasties les plus longues de l'histoire animale. La grande mort les dévaste. Ils ne disparaissent pas complètement, quelques lignées persistent, mais ils ne récupèrent jamais leur position dominante. À leur place, dans les mers du Mésozoïque et du Cénozoïque, ce sont les bivalves, moules, huîtres, palourdes, qui prennent le contrôle des fonds marins. Même niche écologique, groupe entièrement différent. L'extinction n'a pas seulement détruit, elle a redistribué le pouvoir. Ce que nous voyons aujourd'hui dans nos forêts, dans nos océans, dans nos savanes, cette diversité qui nous émerveille, cette prolifération de formes et de stratégies de vie, est le produit direct de 5 catastrophes. Chaque extinction a effacé un monde et rendu possible le suivant. Les oiseaux que nous entendons chanter au matin sont les descendants directs des théropodes qui ont traversé la frontière du Crétacé. Les baleines qui nagent dans les océans actuels portent dans leurs nageoires les os vestigiaux des pattes de leurs ancêtres terrestres. Et nous, avec notre cerveau capable de réfléchir à tout cela, nous sommes la conséquence directe de l'impact du Yucatan. Sans cet astéroïde, les mammifères n'auraient probablement jamais occupé l'espace nécessaire à l'émergence des primates pensants. Mais la reconstruction n'est pas instantanée, elle a son propre rythme. Et ce rythme importe énormément. Après chaque grande extinction, la vie revient. Mais elle ne revient pas à la même vitesse. Et cette différence de tempo
révèle quelque chose d'essentiel sur ce qui détermine la durée d'une convalescence planétaire. La grande mort permienne est le cas le plus extrême. Les écosystèmes marins mettent entre 5 et 10 millions d'années à récupérer une diversité comparable à celle d'avant l'extinction. Sur Terre, certains chercheurs estiment que la pleine stabilité écologique n'est retrouvée qu'au bout de 8 millions d'années. Pourquoi si long ? 2 raisons se superposent. La première, l'environnement lui-même reste instable. Les trappes de Sibérie continuent d'éructer par épisode pendant plusieurs millions d'années après l'événement principal. À chaque fois que la vie tente de rebâtir quelque chose de complexe, une nouvelle perturbation géochimique l'abat. La reconstruction tente de s'élever, la perturbation la rabat. On avance, on recule. La seconde raison est plus fondamentale. La diversification écologique dépend de la diversité des espèces disponibles. Pour qu'une niche complexe soit occupée, il faut une espèce assez spécialisée pour l'occuper efficacement. Et cette spécialisation ne peut pas surgir de rien. Elle nécessite que des ancêtres généralistes aient eu le temps de diverger, d'explorer de nouveaux modes de vie, d'être façonnés par la sélection naturelle dans des directions progressivement plus précises. Ce processus prend du temps, beaucoup de temps. Et tant que la diversité de base reste faible, l'écosystème reste fragile, vulnérable aux perturbations qui, dans un monde plus riche, seraient absorbées sans dommage. L'extinction du Crétacé, malgré sa brutalité, a produit une récupération plus rapide. Pourquoi ? Parce que la cause, l'impact, est pucée, courte à l'échelle géologique. Une fois les poussières retombées, les débris retombés, l'atmosphère s'est progressivement clarifiée. L'environnement est redevenu stable en quelques dizaines de milliers d'années. Les survivants ont pu diversifier sans que le terrain continue de bouger sous leurs pieds. Les premières radiations de mammifères modernes commencent dans les 5 millions d'années suivant l'extinction. Rapide pour la paléontologie, vertigineux pour l'imagination humaine. L'extinction ordovicienne, la première des 5 grandes, se remet encore plus vite en proportion. En partie parce que les écosystèmes du Silurien qui suivent restent proches de ceux d'avant, avec des acteurs similaires. Moins d'innovation, mais moins de temps perdu. Ce que tout cela enseigne, c'est que la durée de la reconstruction dépend de 2 variables. L'intensité et la durée de la perturbation elle-même, et le pool de survivants disponibles pour recoloniser les niches vides. Plus la perturbation dure, plus le pool de survivants est réduit, plus la reconstruction sera lente et périlleuse. Et c'est ici que la conversation bascule vers quelque chose de très proche de nous. Nous vivons dans un monde où les espèces disparaissent à une vitesse que les scientifiques mesurent désormais avec précision. Et ce qu'ils mesurent est alarmant. Le taux d'extinction actuel est estimé entre 100 et 1000 fois supérieur au taux de fond naturel. Ce rythme lent et constant auquel les espèces ont toujours disparu entre les grandes crises, remplacées par de nouvelles formes au fil du temps. Certaines études, en appliquant des critères très conservateurs, concluent que nous sommes déjà dans les premiers stades d'une 6e extinction de masse. D'autres estiment que nous nous en approchons rapidement. La différence avec les 5 extinctions précédentes est cependant radicale. Toutes les grandes extinctions passées ont eu pour cause des processus géophysiques. Des impacts, des volcans, des glaciations, des modifications de la chimie des océans. Des forces qui ignorent les conséquences de leurs actions, parce qu'elles n'ont pas de conscience. La 6e extinction potentielle a une cause différente. Elle a un nom. Homo sapiens. La déforestation, la surpêche, la destruction des habitats, l'introduction d'espèces invasives, la pollution, et par-dessus tout, le changement climatique induit par nos émissions de gaz à effet de serre, tous ces processus convergent pour exercer une pression simultanée sur la biodiversité mondiale. Et ce qui inquiète les scientifiques n'est pas seulement le nombre d'espèces perdues, c'est la vitesse. Une extinction naturelle laisse du temps aux écosystèmes pour s'adapter, pour que des espèces survivantes diversifient et comblent les niches qui se libèrent. Une extinction anthropique, qui se déroule en quelques siècles plutôt qu'en quelques centaines de milliers d'années, ne laisse pas ce temps. Une étude de 2025, menée par des chercheurs de l'Université de Chicago, a analysé les fossiles de mollusques marins de part et d'autre de la frontière Crétacé-Paléogène. Résultat frappant, malgré la perte de 3/4 des espèces, chaque niche écologique a continué d'être occupée. Pas par les mêmes acteurs, mais par quelqu'un. La vie avait redistribué les rôles sans laisser de vide fonctionnel.
Ce résultat est statistiquement improbable, et pourtant il s'est produit. Ce qui signifie que les survivants, aussi peu nombreux soient-ils, suffisaient à maintenir la structure écologique de base pendant que la reconstruction s'opérait. Ce que nous risquons aujourd'hui, c'est de retirer non seulement les espèces, mais les fonctions entières qu'elles remplissent. Les pollinisateurs qui maintiennent la reproduction des plantes à fleurs, les prédateurs qui régulent les populations d'herbivores, les décomposeurs qui recyclent la matière organique. Si ces fonctions disparaissent trop vite, sans le temps nécessaire pour que d'autres espèces les reprennent, l'architecture de la biosphère ne s'effondre pas seulement en quantité, elle s'effondre en structure. La paléontologie dit cependant quelque chose d'important, et ce n'est pas une promesse de catastrophe inévitable. La vie a survécu à 5 extinctions, dont la violence dépasse tout ce que nos activités pourraient produire à court terme. Elle a survécu à des volcans qui ont recouvert un continent de lave pendant 2 millions d'années. Elle a survécu à un rocher qui a effacé 3/4 des espèces en quelques millénaires. Elle a toujours, sans exception, rebondi. La question que pose l'histoire de la vie n'est pas « est-ce que la vie survivra à ce que nous lui faisons ?» La réponse à cette question est presque certainement oui. La vraie question est une autre. Voilà ce que 500 millions d'années d'archives fossiles nous disent, dans leur langage de roches et d'os pétrifiés. La vie ne meurt pas, elle se réinvente. Chaque grande catastrophe a fermé une porte et ouvert une autre. La grande mort permienne a effacé le monde marin des brachiopodes et des trilobites, et rendu possible le monde des reptiles marins, puis des mammifères. L'impact du Yucatan a mis fin à près de 170 millions d'années de règne des dinosaures, et libéré l'espace pour que des créatures nocturnes tapies dans leurs terriers héritent de la planète entière. La vie ne progresse pas malgré les extinctions. Elle progresse à travers elles. Ce que nous contemplons quand nous regardons un oiseau chanter, un dauphin nager, une forêt tropicale bruissée de millions d'espèces, c'est le résultat direct de 5 catastrophes. Chaque forme de vie qui partage aujourd'hui la Terre avec nous est une réponse à une destruction passée. Chaque adaptation, chaque stratégie de survie, chaque forme inventive d'habiter le monde a été forgée dans le creuset d'un effondrement. Mais voici la question que l'histoire de la vie pose sans y répondre. Dans la prochaine reconstruction, dans les formes qui émergeront dans 10 ou 20 millions d'années sur une Terre différente de la nôtre, est-ce que nous y serons ? Sommes-nous parmi les survivants ou parmi ceux que les archives fossiles du futur enregistreront comme une ligne qui s'arrête net ? La paléontologie ne répond pas à cette question. Elle pose simplement avec toute la clarté que donnent 500 millions d'années de répétition. Si cette vidéo vous a emmené quelque part, dans le temps, dans la matière, dans ce vertige qui saisit quand on réalise que notre existence est le produit d'une catastrophe oubliée, laissez un like, ça aide vraiment la chaîne à exister. Et si vous voulez contribuer directement à la production de ces vidéos, le lien est dans la description. Chaque soutien compte.